chers téléspectateurs, de vous retrouver encore cette semaine, en ce vendredi, pour Le Siège, cette émission qui vous donne l'opportunité de découvrir les députés nationaux, les députés provinciaux, les sénateurs, mais aussi les leaders d'opinion de plus en plus jeunes dans cette République démocratique du Congo qui ont des idées frais pour le développement de notre pays. C'est parti, mesdames et messieurs, pour un nouveau numéro de Le Siège. Aujourd'hui, Le Siège reçoit pour vous un jeune leader. En politique, il est analyste politique. Monsieur Jonathan Kalumba nous a fait l'honneur de venir sur notre plateau avec nous. Nous revenons sur cette grande rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je vous prie de suivre. Chers téléspectateurs, je le disais tout à l'heure, nous recevons un leader des jeunes, un analyste politique. Avec lui, nous allons revenir sur les questions brûlantes de la politique en République démocratique du Congo. Monsieur Kalumba, bienvenue. Merci beaucoup, Madame Grace, c'est un plaisir. C'est un honneur pour nous de vous avoir. Pour moi aussi. Alors, notre question avec laquelle nous débutons toujours cette émission, comment se porte la RDC aujourd'hui de votre point de vue? Le mécontentement est généralisé. Tous les signaux sont au rouge. Et je pense que le peuple congolais, de plus en plus, est en train de retirer sa confiance, surtout sur ce qui concerne les institutions de la République, la gouvernance même de notre pays. Et il est question d'évoquer des questions existentielles afin de trouver des solutions quand même assez durables pour le développement du pays. Quand vous parlez de tout est au rouge, c'est-à-dire quoi? L'économie, la sécurité, la sécurité alimentaire, tout ne marche pas? Mais non, bien évidemment, tout ne marche pas. Nous sommes dans un pays où aujourd'hui la situation sécuritaire de notre pays pose problème. Nous sommes dans un pays où la situation sociale de notre pays aujourd'hui est dans une situation très lamentable. Aujourd'hui, l'économie de notre pays, n'en parlons pas. Alors, ce sont des questions aujourd'hui qui frustrent notre population dans son ensemble. Alors, est-ce que, puisque vous parlez de la situation, la sécurité alimentaire, quel serait selon vous le coup de pouce à mettre en place par le gouvernement pour y arriver? Je crois que le coup de pouce, c'est le renforcement de la production locale, la production interne de notre pays. Et puis, il y a une politique d'intégration de notre pays. Il faudrait relier le pays, il faudrait des politiques infrastructurelles qui permettront à ce que la République soit reliée et intégrée pour que les flux de la population et le marché économique de notre pays soient un peu plus fluidifiés à travers les échanges commerciaux qu'ils peuvent avoir en interne dans notre pays. Donc il faut favoriser finalement la production locale pour que... Mais c'est dans le plan finalement du gouvernement. Vous avez lu le plan quinquennal de Madame Souminois. Elle parlait finalement de booster aussi l'agriculture. Aujourd'hui, parler c'est bien. Nous avions besoin d'aller un peu plus dans les actions concrètes. Mais vous ne trouvez pas que vous êtes un peu très dur avec le gouvernement? Madame Soumina n'est pas là il n'y a pas longtemps. On attend des résultats tellement vite. Nous ne parlerons pas du fait qu'elle est là il y a longtemps ou il n'y a pas longtemps. L'État, c'est une continuité. Il y a la continuité des affaires d'État. Alors, du coup, moi, je pense que Madame Soumina, en arrivant à la primature, était bien consciente des défis qu'il y avait dans notre pays, défis sécuritaires, économiques et sociaux. Et je pense que le programme qu'elle a eu à mettre sur pied, c'est tout à fait en tenant compte de ce défi-là et des solutions idoines qui peuvent intervenir dans des temps records, justement. Le programme est échelonné sur 5 ans. Les programmes échelonnés sur 5 ans, soit là mais nous avions aussi eu 5 ans en avant, 5 ans avant Madame Souminois, où il y a continuité des affaires d'État. Alors je suppose qu'il y avait déjà eu un élan. Ok, d'accord. Alors, puisque vous parlez tout à l'heure de l'insécurité, on va y revenir parce qu'on va parler de ça vraiment dans l'Assemblée nationale. Puisque vous parlez de l'insécurité, quelle serait selon vous la recette magique, s'il y en aurait, pour que cette guerre finalement finisse, s'arrête? Bon, je pense que dans ces genres d'affaires d'État, il n'y a pas de recette magique, mais il y a plutôt
la mise en place d'une bonne politique. Une politique diplomatique qui pourrait justement permettre à ce que nous puissions arriver à mettre fin à cette guerre-là. Mais il y a déjà une politique diplomatique. On parle de la diplomatie agissante du président de la République. Donc cette diplomatie agissante, il y en a déjà. Il ne faudrait pas y aller au-delà. Je pense que c'est au peuple de juger. C'est au peuple d'observer et de juger si réellement cette diplomatie agissante est réellement effective dans notre pays. Mais selon de votre point de vue, puisque c'est vous qui êtes en face de nous, qui êtes en face des téléspectateurs, pensez-vous que cette diplomatie agissante, ou bien il faut aller au front, il faut rassembler l'Assemblée nationale et le Parlement et déclarer la guerre? Je pense qu'aucune guerre au monde n'a été réglée brutalement avec des actions de guerre frontales. Je pense qu'il faut toujours envisager l'option diplomatique. C'est l'option la plus stratégique qui peut résoudre des problèmes de conflit. Il faut toujours se mettre à la table, toujours discuter, échanger et voir dans quelle mesure chaque intérêt peut être respecté et justement mis en place pour essayer de mettre fin à cette guerre. Dans l'entretemps, il y a des trêves humanitaires qui sont déclarées par-ci par-là de temps en temps pour soulager la population. Trouvez-vous que ce sont des solutions palliatives efficaces? Moi je pense que en parlant de trêve humanitaire, c'est tout à fait logique. Nous sommes dans une situation où le peuple est meurtri à longueur de journée. Tous les jours, nous constatons justement des morts dans plusieurs zones de conflit. Et je pense qu'il est justement dans le rôle des organisations humanitaires des Nations Unies d'intervenir dans ce sens-là en appliquant des trêves humanitaires. Mais justement, notre politique interne, notre politique diplomatique, c'est ce qui doit être mis en avant pour essayer de trouver des solutions à ce problème. Et je pense que c'est vraiment dans l'une de ces actions que nous allions trouver des solutions dans ce sens. Alors on va parler finalement de cette rentrée parlementaire, cette rentrée, on va dire, la session budgétaire. Elle est essentiellement budgétaire, on va dire sur le 3/4. Il faut revenir sur le budget de l'année prochaine. Ma première question, quelles sont vos attentes sur cette session? Il faudrait d'abord qu'on dise au peuple congolais comment on va mobiliser ce budget qui a été prévu. Et deuxièmement, est-ce que dans cette mobilisation de ce budget, la population trouvera réellement son compte? Est-ce que les taux de chômage baisseront? Est-ce que les prix des denrées alimentaires baisseront? Est-ce que la situation sociale du peuple pourra être justement rétablie comme il le faut? Ce sont des questions pertinentes aujourd'hui qui doivent être des indicateurs pour juger justement cette prévision budgétaire. Mais la session budgétaire, parce qu'on dit il faudrait finalement évaluer, vous avez parlé de la continuité de l'État, il faudrait évaluer le budget de l'année précédente 2024 pour revenir en 2025. Pensez-vous que finalement ce budget qui a avoisiné les 14 milliards, les 16 milliards, est suffisant pour la RDC? Moi je pense que la RDC, avec la nature même de notre pays, la grandeur de notre pays, ne mérite pas ce genre de budget. La RDC est un pays avec beaucoup de potentialités, qui aujourd'hui, si nous arrivons réellement à investir une bonne politique, avec des acteurs et des animateurs politiques qui ont quand même une certaine probité, des valeurs morales, qui pourront faire avancer le pays, nous pourrons plus tard, pourquoi pas atteindre même des budgets de plus de 100 milliards de dollars. C'est possible pour un pays comme le nôtre. Mais il faut une politique d'ouverture, il faut une politique avec beaucoup de sérénité, une bonne gouvernance. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ce qui est constaté dans notre pays? Lorsque vous parlez de bonne politique, c'est exactement quoi? Les bonnes personnes ou les mauvaises personnes? Ce ne sont pas de bonnes personnes. Qu'est-ce que vous entendez par bonne politique et bonne gouvernance? Moi, je parlerai de ça dans le sens où le problème de notre pays est un problème d'ordre structurel. Notre pays a eu une accumulation des mauvaises habitudes, aujourd'hui, qui a d'ailleurs déformé même notre système politique. Nous ne sommes pas basés sur des fondamentaux réels d'un État. Nous ne sommes pas réunis autour d'un pacte républicain, comme nous devons l'être justement dans notre pays. Et nous ne sommes pas juste assis sur une vision stratégique même de l'État. Si je pose la question aujourd'hui à un des Congolais,
quel est l'avenir de notre pays dans 50 ans, personne ne saura nous le dire, même pas ceux qui aujourd'hui sont des animateurs politiques dans le gouvernement, même au Parlement. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas une vision stratégique de l'État. Quels sont les fondamentaux de notre pays? Il n'y en a pas. Et c'est d'abord par là que nous devons définir ces choses-là. Mais notre pays, nous observons ce que nous observons, la corruption gangrène le pays, il y a des mots aujourd'hui qui justement déstabilisent toute la politique interne de notre pays. Comment voulez-vous que nous puissions... Mais finalement, c'est un problème d'hommes. Mais les Congolais ont voté. En âme et conscience, ils ont voté les députés nationaux qui sont à l'Assemblée nationale. Puisqu'on parle de la rentrée parlementaire, c'est finalement la faute à nous les Congolais. Est-ce que ces députés représentent réellement les attentes de notre pays, de la population? Il faut y réfléchir. Aujourd'hui, la population est en manque de confiance envers toutes ces personnes-là. C'est à eux de juger, c'est au peuple de juger. Et le peuple, aujourd'hui, on est en train d'observer de plus en plus un mécontentement accru. Alors, c'est dû à quoi? C'est justement à une mauvaise politique, à une mauvaise gouvernance. Ma question, elle revient de même. N'attendons-nous pas un peu tôt de la part des politiciens? C'est vrai que tout compte, mais est-ce qu'on n'est pas un peu très sévère dans le timing? Les députés sont installés depuis quand? Même si c'est vrai qu'ils sont élus depuis décembre, mais au mois de mars ici, il fallait, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'on n'est pas un peu, on ne sait pas être indulgent? Les acteurs politiques doivent être animés d'un esprit avisé. Avant de rentrer en fonction dans une institution de la République, on y connaît des défis majeurs sur lesquels on essaye de diagnostiquer une fois que nous sommes aux affaires et ensuite trouver des solutions idoines. Aujourd'hui, nous n'allons pas demander au peuple congolais de rester passif en attente parce qu'il y a eu des gens qui n'avaient pas réellement compris le défi de notre pays. C'est la grande question. Ces gens, quand ils viennent, ils sont supposés connaître le défi du pays. Donc il n'est pas question d'un timing nécessaire, il est question d'une vision de l'État. Est-ce que ces gens ont réellement une vision de l'État? C'est la grande question qu'il faut reposer. Et alors je pense qu'une fois que nous arrivons à solutionner ce problème, je pense que la République pourra avancer. Les députés nationaux, les sénateurs qui vont aller jusqu'à la session de décembre, pensez-vous, finalement, puisqu'on parle de la continuité, vous êtes en train de parler de la continuité de l'État, est-ce que vous trouvez suffisant le contrôle parlementaire, par exemple? L'avez-vous trouvé suffisant? Et pensez-vous qu'avec le président Vital Kamerhe, ce contrôle sera effectif? Je ne parlerai pas d'homme, mais je parlerai d'une politique. Aujourd'hui, nous sommes observateurs de la politique du président Vital Kamerhe. Nous attendons beaucoup de lui, nous attendons une rigueur, nous attendons une fermeté dans la gestion de l'État. Et quand vous le dites, quand vous étiez en train de le dire tantôt, je pense qu'il faudrait observer ce qui a été prévu avec le nouveau programme budgétaire du gouvernement et avec la politique que M. Vital Kamerhe pense implémenter au niveau de l'Assemblée. Justement, accordons-leur ce temps pour que nous puissions réellement observer si cette politique serait d'une efficacité nécessaire pour sortir notre pays de ce problème. Parlons du contrôle parlementaire. Vous pensez, vous avez foi que les choses vont changer? Parce que ce qui a été finalement reproché à la législature passée, il n'y a pas eu suffisamment de contrôle parlementaire, etc. Alors je reste un peu plus observateur dans cette histoire. Je n'aimerais pas trop m'incruster en n'y mettant pas mon cœur, sinon je risquerais peut-être d'être déçu. Mais j'aime plus rester observateur. À partir du moment où nous allons voir les choses, nous pourrons y commenter. Très bien, ben, puisqu'il faudrait quand même dire quelque chose en espérant que les députés nationaux et les sénateurs vont y aller. On va parler de ce fameux, on va dire, ce discours du président de l'Assemblée, le président du Sénat, l'honorable président Samalou Kondé, qui a dit des très bonnes choses. On ne va pas revenir sur son discours, mais sur cette fameuse phrase que les gens auraient émue. Quel serait votre avis finalement? Il a dit, et c'est vrai, que le Parlement n'a pas de siège et qu'il faudrait y penser un peu plus de 30 ans après. C'est reste le moment. Est-ce une priorité? Mais je pourquoi ne pense pas que c'est une priorité. Pourquoi pas? Parce qu'ils sont pas, je ne pense pas que c'est une priorité. Aujourd'hui, la priorité, c'est se concentrer sur le bien-être des Congolais.
Aujourd'hui, la grande priorité, c'est se concentrer sur tout ce qui est en train de faire flamber le prix des denrées alimentaires dans le marché. Aujourd'hui, c'est ça la priorité. Se pencher sur les besoins essentiels de vie de tout être humain et non sur les besoins des personnes qui ont déjà une certaine aisance. On vient de rénover il n'y a pas longtemps, je pense, le bâtiment du Sénat, qui a coûté plus de 4 millions de dollars. Est-ce que ça a contribué au bien-être de la population congolaise? Est-ce qu'il y a eu une bonne politique, des bons résultats qui en ressortent aujourd'hui au Sénat? Mais en tant que temple de la démocratie, en tant que les représentants du peuple, ils doivent quand même avoir un siège. C'est la logique même. Je pense qu'avant de penser à un siège, il faut penser au travail dans le siège. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait? Mais ils ne vont pas non plus travailler dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Est-ce que ces conditions-là ne sont pas bonnes? Vous pensez que ces conditions ne sont pas bonnes? Vous n'êtes pas député, vous ne travaillez pas là-bas, vous ne savez pas. Je suis quand même un citoyen et je pense que c'est dans mon droit, puisque c'est mes cotisations que ce Sénat a été justement réaménagé. Et 4 millions de dollars, je pense que c'est beaucoup trop pour ces réaménagements du Sénat. Ça a coûté à la République de l'argent. Et aujourd'hui, on ne peut pas encore être plus exigeant envers cette même population qui souffre parce qu'on veut se mettre dans des conditions qu'il faut pour travailler. Mais travailler à quel résultat puisqu'on vient de faire un réaménagement il n'y a pas longtemps? C'est incohérent. Le peuple a besoin de résultats et il faut donner au peuple ses résultats. Donc dans cette session, dans cette législature, selon vous, pour vous, pas question d'avoir un nouvel édifice, un nouveau siège du Parlement? Je pense que ce n'est pas une question prioritaire en ce moment. La priorité reste la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire et la paix à l'est de notre pays. Exactement. Alors, il y a également, puisqu'on est en train de refaire l'actualité politique, Martin Fayulu, le président de l'ECD, qui a annoncé et qui a été très vite suivi par Denis Mukwege sur la notion, la question du dialogue autour d'une table pour revoir, révisiter tout ce qui se passe aujourd'hui. Quelle est votre lecture? Aujourd'hui, il faudrait que le président Martin Fayulu nous explicite clairement les objectifs de l'aboutissement de ce dialogue. Serait-ce un dialogue comme les autres? Comme tout ce qu'on a déjà vu, de conciliabule en conciliabule, discussion en discussion, sans trouver l'intérêt majeur de la population, sans y définir une vision stratégique de l'État. Aujourd'hui, le problème, c'est de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, le problème, c'est une politique visionnaire qui pourra ramener notre pays à un développement. Nous n'allons pas toujours commencer, quand les choses ne marchent pas, à discuter, à faire des conciliabules, des concessions au nom de la cohésion nationale. Certes, aujourd'hui, il y a frustration, il y a séparation. Il y a aujourd'hui la haine tribale qui s'est accrue dans notre pays. On a besoin de cette cohésion nationale, mais la cohésion nationale se portera mieux au nom de la bonne gouvernance. Si nous avions une bonne gouvernance, la cohésion nationale se fera de facto. Surtout quand vous parlez un peu de cette allez, on ne va pas faire la propagation, mais de ces petits regains de tribalisme, il faudrait quand même que tous les leaders, là il ne s'agit pas de la majorité ni de l'opposition, que tous les leaders se mettent ensemble, puisqu'ils sont leaders d'opinion également, qu'ils trouvent des solutions palliatives pour parler à la population. C'est autour d'un dialogue. Qui sont ces leaders qui doivent participer au dialogue? C'est la grande question. Est-ce que ces leaders, jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis qu'ils ont toujours participé, parce que c'est les mêmes figures, je pense, est-ce qu'il y a déjà eu des solutions qui ont été durables et qui ont contribué à bien au bien-être de notre pays? Nous revenons toujours sur les mêmes choses, toujours sur les mêmes défis, toujours sur les mêmes problématiques. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il faut revoir un peu. Cette politique de quand on sent qu'il y a toujours des petits couacs, il faut toujours se mettre autour d'une table pour partager le pouvoir. Quand certains sont frustrés, que les autres, il faut toujours revenir quelque part pour discuter politique, pouvoir. Je pense qu'il faudrait penser à la vision de l'État. Et moi, je laisserai le président de la République continuer sa politique. Aujourd'hui, de militer pour les efforts de guerre à l'est de notre pays, pour établir justement la paix dans notre pays, et se projeter sur l'avenir des prochaines élections, voir dans quelle mesure il y aura aussi d'autres animateurs qui pourront intervenir justement pour renforcer cette politique de cohésion nationale. Puisqu'on parle de Martin Fayulu, on voit directement l'opposition et on revient à l'Assemblée nationale. Pensez-vous que l'opposition
est efficace à l'Assemblée nationale ou au Sénat aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore une opposition forte, puisqu'elle n'est pas unie? Elle est disséquée apparemment, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Denis Mukwege, etc. Pensez-vous qu'il y a une opposition forte aujourd'hui qui va emmener les choses à changer? Quelle est la grande question aujourd'hui qui divise l'opposition? Aujourd'hui, pourquoi cette opposition est aussi faible et fragile aujourd'hui? Et l'on a compris que cette opposition est faible justement parce que cette opposition n'inspire plus les attentes du peuple, les attentes réelles de la population congolaise. Cette opposition ne joue plus son rôle. Son rôle, c'était lequel? Le contrepoids. Mais oui, bien sûr, il faut une équivalence. Il ne faudrait pas rester passif quand les choses vont mal dans notre pays. Il nous faut dire les choses comme elles sont. Montrer le côté opposé de la situation de notre pays. Mais face à une majorité écrasante que votre voix ne porte pas? Je ne parlerai pas au nom de l'opposition. L'opposition, ils sont combien de députés dans l'Assemblée nationale? Pensez-vous qu'ils vont, même s'ils portent une voix, ça passera? L'opposition, la vraie, c'est la population qui le porte. Et aujourd'hui, vous parlez de ces leaders-là. Est-ce que ces leaders-là portent toujours ces aspirations de cette même population qui peuvent aujourd'hui changer les choses? Parce que c'est eux le souverain, c'est le souverain primaire. C'est le peuple le souverain primaire. Est-ce que ce peuple compte toujours sur ces mêmes animateurs aujourd'hui qui représentent l'opposition de notre pays? Je ne pense pas. Et aujourd'hui, la question est de partager le pouvoir, se retrouver autour d'une table pour que chacun de nous puisse se retrouver pour un combat quelconque qu'ils ont eu à mener. Et voilà. Et je pense qu'il revient une responsabilité générationnelle de la nouvelle génération d'imposer une nouvelle politique de contrepoids. Il faudrait faire comprendre à la population certaines réalités aujourd'hui qui ne marchent pas dans notre classe politique. Le problème, c'est le système politique. Et cette classe politique aujourd'hui actuelle ne répond plus aux attentes réelles de notre population. On sent que vous parlez comme ça peut-être parce que vous êtes de cette nouvelle génération des jeunes. Vous êtes frustrés parce que vous trouvez que vous n'avez pas de place ou parce que les aînés ne laissent pas la place. Est-ce qu'il faut mériter la place en politique ou il faut simplement qu'on la laisse parce qu'il faut un renouvellement de la classe? Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut qu'on leur laisse la place. Moi, je pense que le combat du pouvoir est un combat où il faut s'engager avec acharnement jusqu'à obtenir gain de cause. Mais je pense qu'il revient à chaque génération de porter un combat. Et aujourd'hui, notre génération a un combat, le combat de la refondation du Congo, le combat d'une vision stratégique de notre pays. Cette génération, aujourd'hui, nous avions vu le Martin Fayoulou, nous avons vu le professeur Bahati, le président de la République lui-même. Est-ce que cette génération de ces politiciens qui ont conduit ce pays jusqu'à aujourd'hui ont réellement répondu aux attentes de notre peuple? Je ne pense pas. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait réellement un changement radical de notre système politique qui sera apporté par une nouvelle génération avec beaucoup de vigueur et beaucoup de fougue. La nouvelle génération, est-ce que c'est simplement la jeunesse ou bien la nouvelle génération, c'est des nouvelles têtes? La nouvelle génération, c'est une question de vision, c'est une question de perception d'avenir, c'est une question d'énergie, de nouveau souffle. Et je pense qu'aujourd'hui, nos aînés, et certains parmi d'entre eux, je pense qu'ils n'ont plus réellement beaucoup à donner pour notre pays. L'AFDC, le président Bahati a fait un point de presse, a tenu un point de presse en disant haut et fort qu'il n'était pas très satisfait. Parce que finalement, ils sont une force politique et qu'il y a beaucoup de députés, etc., dans le parti politique, mais ils ne se retrouvent pas comme il se doit dans tout ce qui se passe. Vous pensez que là aussi, il fallait encore un renouvellement de la classe politique alors qu'ils sont une force politique? Je savais bien, c'est son droit, le droit du professeur Bahati de réclamer ce qui lui revient de droit. D'après lui, moi je ne me ferai pas porte-parole du président Bahati, mais du moins je pense que il faudrait revoir un peu notre façon de faire la politique. Il faudrait laisser une certaine ouverture à la méritocratie, une certaine ouverture à la compétence. Il ne faudrait pas qu'on mette les gens juste parce qu'ils représentent un poids ou ils représentent une formation ou une force politique. Je pense qu'aujourd'hui, il est question d'une vision. Il faudrait avoir une vision pour le pays. Et une vision est toujours liée à une compétence quelconque.
Et aujourd'hui, je pense que le président de la République, le problème de ce pays se retrouve au niveau du casting qui est fait des animateurs qui gèrent ce pays depuis l'indépendance. Il faudrait revoir la façon dont nous avions à choisir nos animateurs, à choisir les gens qui nous gouvernent et à choisir les gens qui nous dirigent. Mais même lorsqu'on choisit des gens qui nous gouvernent, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'ils arrivent à l'Assemblée nationale, au Sénat, et que les priorités changent, finalement, qu'est-ce que le peuple devrait faire? Les priorités sont influencées par quoi? C'est la grande question. Les priorités sont influencées par les attentes du peuple. Et ce peuple attend de manger convenablement. Ce peuple attend de faire des déplacements par avion à bas prix. Ce peuple attend de travailler dans des bonnes conditions et d'être payé convenablement. Vivre décemment. C'est ça les attentes du peuple. Et je pense que nous ne devions pas nous cacher derrière une certaine... je pense qu'il faudrait changer un peu la façon de percevoir la politique dans notre pays. La façon de percevoir la politique, vous revenez encore sur... Ce sont des termes que la plupart des Congolais ne connaissent pas. Vous revenez encore sur cette... On va revenir sur la bonne gouvernance finalement. Et c'est ça, selon vous, qui pourrait remettre la RDC sur les rails. Bien sûr, on a un problème de gouvernance. Le problème, c'est les gens qui nous gouvernent. Vous allez voir vous-même la montée en puissance de la corruption, la montée en puissance de tout ce que nous voyons comme anti-valeur aujourd'hui dans la société. Un peuple est en train de comment je peux dire, le peuple, la société tombe, la société s'écrase carrément. On ne vit plus dans une société convenable, une société avec une certaine décence. La probité morale, on le met où? Les valeurs sont inversées, il y a inversion sur la chaîne de valeurs. Alors il faudrait revoir quand même une certaine chose, c'est un bon nombre de choses dans la politique de notre pays. Monsieur Kalumba, nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Ça passe très rapidement. Un dernier mot sur la ville de Kinshasa, finalement, parce qu'il y en a... les pluies arrivent et vous êtes de cette génération qui voulait voir les effets un peu rapidement. Vous donnez beaucoup d'espoir au gouvernement provincial? Monsieur le gouverneur a promis beaucoup de choses. Il a dit que Congolais basé la bataille va observer au monde. Ils vont même prendre des dettes, ils vont même trouver des partenaires qui vont les accompagner. Alors, nous nous mettons dans une position d'observation, on laisse le bénéfice du doute, on va voir les résultats qui seront justement mis en avant par rapport à leur programme. Quel serait votre mot de la fin aujourd'hui? Merci aux Congolais et que la résistance puisse résider dans nos esprits et que les choses vont avancer. Merci beaucoup, Monsieur Kalumba, d'avoir été notre invité d'aujourd'hui. Merci. C'est par ici, mesdames et messieurs, que nous clôturons cette émission. J'ai eu le réel plaisir, comme à l'accoutumée, de vous la présenter en mon nom et en nom de toute l'équipe qui m'accompagne à la RTGA. Nous vous disons merci. Continuez de nous suivre sur CanalSat et sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt avec le même plaisir.